Bonjour à tous, on se retrouve pour un podcast dans les cordes et on va parler de The Last Crescendo. Tu l'as, Renaud ? C'est le nom en fait simplement de la carte dont on va parler. Ouais, c'est le nom de la carte du 22. C'est ça. Je me suis permis, je voulais faire l'intro juste pour lâcher cette petite phrase. T'as entendu un piège, Ouais, c'est ça, le petit piège. Bon, du coup, jolie carte. Bon, une carte exceptionnelle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une carte comme ça quand même. Ouais, non, franchement, cette carte, elle est vraiment, vraiment incroyable. Encore une fois, carte de. C'est quoi le nom de. C'est pas possible. C'est Al-Ashik. Al-Ashik. Turquie Al-Ashik. Donc, du coup, carte exceptionnelle. Et là, je dois avouer que moi, souvent, les soirées de. Déjà, je me lève pas forcément la nuit, des fois j'y fais quoi. Mais il y a vraiment un truc qui me saoule dans la boxe. C'est, tu sais, le temps que tu passes avant que le combat commence. Ouais, je suis d'accord. Oh là là, les mecs, et au Mexique, entre deux les combats, trompettes. T'as les trompettes, t'as les deux hymnes nationaux, les mecs, t'as les entrées, tu pètes un câble quoi. Alors des fois, quand t'as des soirées, t'as 5-6 combats, tu passes 7 heures quoi dans ton truc. Ouais. Donc ça, moi, j'y fais plus. Mais là, je dois avouer, ça peut valoir le coup. Je dois avouer que cette carte, elle fait envie. Et donc du coup, vu que la carte est vraiment importante, on va la faire en 2 épisodes, je pense. Ouais, et on va démarrer par quoi ? Zhang Zhang contre Ajik Kabayel. Alors, je vais avouer que le Kabayel, je connais pas trop. C'est un quoi ? Alors, c'est un Allemand. Un Allemand, ok. Un Allemand, 32 ans, 25-0, 17 KO, donc 68%. Machine, hein. Ouais, machine. Ok. Franchement... Parce que je connais mieux Zhang Zhang, parce que franchement, ce mec, il a marqué... Ça fait des années qu'il est là ? Alors, ouais, ça fait des années. Moi, il avait mis un KO contre un mec qui avait un peu les cheveux longs en queue de cheval. Et je le connaissais pas. Et justement, c'était sur une carte que je regardais parce que c'était une carte d'un gros combat. Ok. Et il avait son direct du gauche, parce qu'il est gaucher, phénoménal. Et le mec, il l'avait mis KO, mais c'était incroyable, quoi. Donc du coup, tout de suite, je me dis, oh, c'est qui ce mec ? Et comme tu l'as fait remarquer avant qu'on commence, il est vieux. C'est ce que j'allais dire, son âge ? 40 piges, 40. 41. 41 ans. 41 ans. Donc, après, les poids lourds, ils vieillissent un peu moins vite que les autres. Enfin, lui, il vieillit moins vite que les autres, parce qu'il y en a certains, ils vieillissent mal. C'est ça. Mais c'est vrai que, grosse carrière olympique, un peu le système chinois de boxe, je dois avouer que je sais pas trop comment il fonctionne. Mais il y a quand même pas beaucoup de boxeurs chinois dans les mondiaux, quoi. Bien sûr, dans le top monde. Ouais, bien sûr. Mais par contre, Zhang Zhang, honnêtement, 2 défaites. Ouais. Et 2 défaites, honnêtement, qui sont un peu... j'ai oublié le mot. Pas forcément... Enfin, moi, je pense qu'il avait quand même fait le nécessaire pour gagner contre Parker. Ok. Il l'a mis 2 fois par terre. Et Parker était, on va dire, plus vivace parce qu'il était un peu plus petit. Et Zhang Zhang, c'est un gros monsieur. Ouais, il est costaud. Il est costaud et en plus 41 ans, donc c'est vrai qu'après le 5e, 6e round, le cardio il baisse, tu sens que le mec il lutte, même s'il est toujours dangereux. Ouais, et c'est toujours ça qui m'a impressionné, c'est que tu vois qu'il fatigue, mais tu sais qu'un coup peut faire super mal, quoi. C'est ça, après c'est aussi la catégorie qui fait que... C'est ça, mais c'est vrai que ça fait un peu de la peine des fois de le voir, genre à partir du 8e round, il en peut il bataille, ouais. Mais je pense que Parker, honnêtement, n'avait pas fait assez. Il était plus flashy et tout ça, mais au final, il était allé 2 fois par terre. Et 2e défaite aussi contre Hrgovic. Ouais. Et pareil, Hrgovic, alors là c'était par contre 2 gros monstres. Hrgovic, c'est un grand garçon aussi. Hein. C'est un gros garçon. C'est un quoi ? C'est pas un Ukrainien, lui, c'est un Croate, non ? Je vais te dire ça tout de suite. C'est un Croate, exactement. Un Croate, ouais. Et Hrgovic qui était justement un des mecs que beaucoup pensaient qu'il allait prendre justement toutes les ceintures en poids lourd. Parce que vraiment énorme, bonne technique, bonne puissance. Et en fait, contre le combat contre Zhang, il s'est fait mettre par terre avec un crochet du droit de Zhang. Ce Zhang, il a vraiment son direct du gauche qui est incroyable. Mais il a aussi un crochet avant exceptionnel. Ça parle au gaucher, ça. Ouais. Et il a mis KO Wilder avec ça. Ouais. Et très rapide. Ouais, parce que c'est le dernier combat. C'est son dernier combat. Ouais. Et le contre de Wilder... Au 5e round. Wilder, c'est tellement rapide que Wilder a cru qu'il avait pris un coup de coude, quoi. Ouais. Et donc du coup, le Zhang, les 5 premiers rounds, il est vraiment redoutable.
Et surtout que je l'aime bien, il est sympathique. Ouais, il a une bonne tête. Moi, Il a une j'aime bonne bien tête. et je pense que c'est pas du tout le genre de gars à reculer, tu vois, devant n'importe quel Non. type de combat. Je pense que c'est un peu les gars à l'ancienne, Ouais. ils sont là pour se bagarrer, quoi. C'est ça, et tu vois que le mec, même s'il est vieux, il est finalement, on va dire, sous les feux des projecteurs, il veut... déjà, il veut faire honneur à son pays, parce que je pense que pour un Chinois, c'est très important de montrer qu'ils sont là. Alors après, contre Kabayel, je ne peux pas vraiment faire de... Parce que je dois avouer que je connais pas le Kabayel. Et ben là, tu vois, je suis sur sa page BoxRec. Bon, rating 5 étoiles, ok. 25 victoires, 0 défaites, 17 KO. Donc ça fait un gros 70% de KO. Et en fait, c'est vrai que si on se réfère juste à BoxRec et aux différents adversaires qu'il a eu, si tu regardes, tu vois, c'est 1 étoile, beaucoup 1, 2 étoiles, 3 C'est étoiles. qu'en Allemagne, quoi, un peu. Et globalement, c'est des adversaires. Bon, tu vois, là, il y a du 15-8. Ouais. Bon, après, voilà. À voir. Est-ce que tu penses, toi, qu'ils l'ont mis un peu contre un gars histoire Alors, que. je sais pas trop. Alors déjà, il avait fait il avait déjà fait un combat en Arabie Saoudite contre Wilder. Donc du coup, je me dis peut-être que c'était dans son contrat, il y avait genre la revanche et Wilder a pas voulu la prendre. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Et donc du coup, ils ont dû sortir un mec un peu où ils l'ont trouvé. Parce que ça, Zhang, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui veut se retrouver devant. Non. Non, je suis trop d'accord. Dangereux, quoi. Je veux dire, Ouais, puis pas grand chose à gagner et beaucoup à perdre, je pense. Ah ouais. Et puis surtout, Zhang aussi, là où vraiment il a explosé, c'est quand il a défoncé Joe Joyce. Premier combat, vraiment, le premier combat, Joe Joyce, il a été arrêté par l'arbitre parce que son œil était tellement gonflé. Et c'est vrai que Joe Joyce, bon, c'est pas le sujet là, tout, mais le mec qui arrive pas à bouger sa tête, qui est tellement énorme, il a l'habitude de prendre tous les coups parce qu'il s'était fait jamais mettre. Enfin, il avait l'habitude de tout prendre sans broncher. Et Zhang, son direct du gauche, a cassé le menton quoi, de Joyce. Et lors de la revanche, énorme combinaison de Zhang. Je crois que c'était bras arrière au corps. Il est revenu bras en crochet avant à la tête. Et là, Joyce, c'était lumière éteinte. Ouais, quoi. C'est ça. Et magnifique, vraiment. Et surtout que il a vraiment. On a vu que le deuxième combat contre Joyce, Zhang, il est intelligent, quoi, parce que. Ouais, il a beaucoup d'expérience. Ouais. Ça se sent. Il a commencé le deuxième combat là où il avait fini le premier, quoi. Genre, en gros, c'est genre, mais t'as aucune chance, quoi. Maintenant, j'ai fait 6 rounds contre toi, je te connais bien. Et le Joyce, il s'est fait. Mais il est fort dans la tête aussi, Zhang, je trouve. Ouais. C'est un gars, tu sens. Moi, je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas envie de le prendre. C'est des combattants qui sont durs. Tu sais, un peu à l'image d'un Pacquiao, comme on en parle souvent, tu vois, mais c'est des mecs, tu sais que tu vas monter sur le ring. Si jamais tu gagnes, dans tous les cas, tu sais que tu auras ramassé parce que le mec, il va rien lâcher. Ouais. Et ça, je trouve qu'en boxe, c'est dur. Un mec contre Zhang, moi, je le donne gagnant contre un mec comme Joshua. Ouais, même le Joshua avant qu'il se fasse défoncer par Dubois. Parce que mentalement, il te marche dessus. Il prend l'intérieur du ring, ouais. il t'avale en fait, il t'aspire. Et puis honnêtement, il a vraiment des coups, enfin son direct du gauche, il sait le mettre, il sait le placer. Et dangereux quoi. Moi j'ai hâte de voir, tu vois encore une fois, qu'est-ce que ça va donner avec le combat qu'il nous donne là contre Kabayel. C'est vrai que moi pareil, je me suis pas trop attardé dessus. Je pense que ça peut être l'occasion de voir un beau KO, pour ceux qui aiment. Ouais. Parce que le Kabayel, bon, si c'est un mec qui peut être très très bon, mais si c'est un mec qui a combattu qu'en Allemagne, qui n'a pas combattu pour une ceinture encore, bon, c'est possible qu'il soit très bon, hein, mais je pense qu'un mec comme Zhang va pouvoir vite le cerner pour mettre un bon petit KO. Alors, ceci dit, tu vois, 32 ans, je pense que tu vois, c'est un peu ce qu'on disait sur le podcast avec Keishon Davis. C'est un peu un moment où je pense qu'il peut avoir un gros combat à son actif. Une belle victoire, un gros 5 étoiles, tu vois, ça peut être un moment aussi à 32 ans, tu arrives dans un peu une fleur de l'âge, une expérience de la boxe. Je pense que c'est un peu le maintenant ou jamais, et pareil, à voir comment est-ce qu'il va le gérer mentalement et ce qui va se donner. Le problème de Kabayel, c'est que s'il bat Zhang,
Les gens vont dire ouais mais Zhang de toute façon il est vieux, il il est fatigué. Il y avait une défaite avant ça. Non, enfin je crois que son dernier combat de Zhang c'est une victoire contre Wilder. Contre Wilder et c'est celle d'avant, la défaite contre Parker. Ouais. C'est ça. Donc après Kabayel va peut-être pas forcément devenir une star si bat Zhang. Ça dépend s'il le met KO d'une bonne manière, voilà quoi. Et en sachant qu'il faut être prêt pour ce qui arrive derrière. Ouais, parce qu'après quand t'as battu Zhang, il y a tous les autres qui arrivent derrière et là tu mets en jeu d'autres choses quoi. Je dois avouer que être poids lourd ça doit pas être marrant. Même quand tu gagnes, tu dois te dire. Ouais, parce que franchement, il y a les des patates qui se prennent. Ouais, vraiment. Mais en tout cas, bon combat. Et Zhang, ça fait toujours plus plaisir de le voir. Combat qui me hype, ouais. Et il faut avouer que Zhang, je veux dire, à chaque fois que j'ai vu un combat de Zhang, de toute façon, l'adversaire, même quand il perd, il allait par terre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je crois il y a toujours des rebondissements. Ouais. Et même lui, des fois, il va par terre et il remonte. Non, c'est super intéressant. C'est un peu le Wilder. Vu que Wilder maintenant bon il est un peu out, il est fini, c'est un peu le Wilder d'aujourd'hui quoi. Il est fatigué, il est plus technique que Wilder, mais son âge fait que bon bah tu sais qu'il va être un peu limité, mais tu sais que la foudre peut arriver n'importe quand. Ouais. Wilder c'était ça quoi. Et à la rigueur, bon Wilder là où des fois franchement tu t'ennuyais techniquement parlant, je parle techniquement parlant, tu vois. Au moins avec un mec comme Zhang, tu sais que tu peux quand même apprécier de voir des belles combinaisons, une belle utilisation du poids de corps, etc. quoi. Donc combat à suivre quoi. Ah grave. Et il y a un combat moi qui me hype tout particulièrement et dont je veux ton avis parce que j'ai regardé la des highlights Vergil Ortiz. Oh ça cogne, ça tape très fort. Moi, gros fan de Ortiz. Gros fan. Il m'a impressionné. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec taper aussi fort. Bah, c'est son style. Hein. De toute façon, il était, je crois que le dernier combat contre Boachok, c'est le seul combat qui a fait la distance. Tous les autres combats, c'était KO. Ouais, et puis, attends, le travail au corps. Tu entends, genre, il y a du public, hein. Tu entends les frappes, on dirait des balles qui partent. Il est hallucinant. Sensationnel. Après, Ortiz. Il a eu des gros problèmes de santé parce qu'il était dans une catégorie où il devait perdre beaucoup de... Alors après, ça, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis un peu différents sur ça. La version officielle, c'est que Ortiz a eu un problème de santé qui s'appelle, je crois, la rhumatolyse, un nom compliqué. Et en gros, c'était genre les cellules qui se bouffent elles-mêmes et tout ça. Bon, en gros, il a eu 2 combats annulés de suite, je crois, parce qu'il tombait dans les pommes quand il faisait sa sèche. Et en gros, lui disait non, ça avait rien à voir, c'était une condition, quoi. Il fallait que je la soigne, c'était une maladie. Rhabdomyolyse. Voilà, un nom un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Qui peut causer des dommages permanents aux organes. C'est ça, c'est un gros truc. Et qui peut être potentiellement mortel. Ouais, c'était un truc très très sérieux. Alors après, Ortiz, c'est quand même un bon gaillard. Il combattait à 140, ça doit être 68 kilos. Là, tu vois, attends, super welter. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Mais donc du coup, il mettait beaucoup de KO et il les mettait vraiment de la bonne manière. Mais c'est vrai qu'il était quand même plus imposant que ses adversaires. Entre 66,6 et 69,8. Donc en gros 69,8, un peu moins de 69,8. Et donc du coup, là, en montant de catégorie, peut-être qu'il va mettre un peu moins de KO parce que c'est logique. Hein, t'es contre des mecs qui sont quand même un peu plus balèzes. Par contre, machine. Moi, ça me fait pas peur pour lui en fait. Genre, je sais pas, tu sais, on en parlait là au podcast où on disait l'élégance, ça. Tu sais, donc il y a une forme d'élégance dans la technique. Et je trouve qu'il y a une forme de fascination dans la puissance aussi. Ouais, lui, ouais. Il y a un truc qui fait que je suis très optimiste avec Ortiz, c'est qu'il a un super jab. Ouais. Il a vraiment un jab de malade. Donc du coup, c'est pas un mec comme Cruz, qui de toute façon est bourrin, et tu sais que son style est bourrin, genre... le pitbull, ouais. Et donc du coup, tu sais que Cruz, tu vas pas lui demander de mettre un jab. Bah, Cruz, il a jamais fait ça de U, il crochette, il colle, et il essaie de frapper au corps. Voilà. Et c'est vrai qu'Ortiz est quand même beaucoup plus technique. Il a vraiment au corps, il est impressionnant. Ah, mais impressionnant. Et t'as vu comme il balance ses uppercuts, il balance ses uppercuts avec toute sa hanche et tout. Ouais, les appuis sont fixes, le corps il tourne, et tu sens les dégâts en fait. Vraiment, et c'est ce qui est impressionnant. Et puis aussi, j'ai trouvé dans la gestion du haut-bas, tu sais, parce que nous, c'est souvent une notion qu'on nous apprend à la boxe, c'est d'arriver à varier, pour les non-boxeurs ou non-initiés, souvent c'est de varier ce qu'on appelle les hauteurs, la zone de tête et la zone de corps. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de mettre un coup en haut, un coup en bas, et d'essayer d'aller varier, parce que au moment où on frappe en haut, techniquement, la réaction du cerveau, c'est je monte mes bras, du coup, j'expose le bas, du coup, je frappe en bas, et inversement.
Et du coup, là, pour le coup, on est sur un gars qui sait gérer ça à la perfection, quoi. Ouais. Contre le mec avant Boakchok, il a mis. Alors je me souviens plus, je crois que c'était. Je me souviens plus de son nom là, parce que c'était un mec pas très connu. Ouais, enfin, un bon gars, mais là, j'ai le. Et il l'a mis au. À 154, il a fait 3 combats, je crois. Les 2 premiers combats, ça a duré que 1 round. Et le mec, ouais, pour moi, c'est vraiment. Il est vraiment au niveau top top. Comme tu dis, les coups au corps sont phénoménaux. Boakchok, donc son dernier combat qu'il a gagné, il est allé 2 fois au tapis, 2 knockdowns. Des knockdowns, on va dire, c'est vraiment très très light. Je veux dire, il s'est pris un knockdown au premier round, je pense, manque de concentration. Il marchait un petit peu, le mec l'a eu un peu dans le cou. Il est tombé, un truc vraiment con. Ça compte, hein. Je veux dire, je dis pas que c'était un faux, mais bon, rien d'incroyable. Aussi, un deuxième knockdown, il a mis un crochet, le mec l'a mis avant. Plus un knockdown de déséquilibre en fait. Il s'est relevé cash et après il s'est relevé et il a vraiment mis un point d'honneur à gagner le round. Et il y est allé à fond. Un point négatif pour Ortiz. Pour moi, il est trop dans l'émotion. Le mec, il est vraiment émotionnel. Alors après, je l'aime bien parce que j'ai écouté. Alors il n'y a pas beaucoup d'interviews de lui parce que c'est un mec qui. C'est un peu un geek. Je suis sur Instagram. Sur Instagram, le mec, il joue de la guitare, il joue du piano. Ça a l'air d'être un mec, il va à l'entraînement, en dehors de la boxe. Il a une autre vie, quoi. Il est dans sa chambre. Ouais. Et il joue de la guitare. Enfin, c'est un peu. Il a l'air d'être assez spécial. Mais sur le ring, il est très dans l'émotion. On voit que quand justement il s'est pris les 2 knockdowns contre Boakchok, il faisait non à l'arbitre. Enfin, il n'était pas du tout dans le ok, il faut que je me calme. Donc ça peut être mauvais pour lui. Bah là, ce qui serait intéressant, ouais, c'est contre un adversaire un peu plus expérimenté, un peu plus âgé. Parce que tu vois, tu t'en rends souvent compte dans les combats, les mecs, quand ils commencent à dire non, quand ils prennent un coup, en fait, souvent déjà c'est qu'ils l'ont pris. Ouais. Et de deux, en fait, ça les sort du combat. Sur une action d'après, ils peuvent se prendre un down, tu vois, très facilement. Typiquement, combat d'Inoue, on peut en parler, hein, c'était il y a 2 semaines. Le gars qui est là en mode il trash talk pendant le combat, Ouais. alors qu'en fait depuis le début il se fait quand même monter en l'air. Ouais. Et en fait le gars fait un signe un peu de la main en mode viens. Viens. Ouais. Et en fait c'est là où Inoue et ça pour moi ouais il y a vraiment une part où c'est peut-être plus mentalement pour se dire pour se motiver lui-même quoi. Ouais, ça veut que quand tu chantes quand t'es petit dans le couloir parce qu'il fait noir et que t'as peur alors tu exactement chantes, c'est ça. Ou peut-être qu'il disait juste à Inoue finis-moi. Vas-y viens, finis-moi. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, Ortiz et Madrimov c'est peut-être il y a tellement de bons combats sur cette card. Mais non, ce combat. Qu'est-ce que t'en penses de Madrimov? Madrimov, alors Madrimov, il a été présenté par beaucoup de gens comme le nouveau Golovkin parce que c'est un Kazakh et parce qu'il lui ressemble un petit peu, tête de tête, quoi, on va dire très très vite fait, mais ça suffit pour exciter les gens. Alors moi, je pense que c'est pas du tout un nouveau Golovkin, il a pas le même style. Golovkin, c'est un concasseur, quoi. Je veux dire, il n'y en aura qu'un, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de sa manière de bouger sur le ring? Tu sais, t'as regardé les combats de terrain. Ouais. Non, mais j'ai regardé pas mal de Madrimov, ouais. T'as vu, il a les bras très hauts et il fait très. Tu sais, il est toujours en amplitude. Il a jamais les mains collées, il est toujours en train de faire un peu des ronds de bras. C'est un style vraiment spécial. Hein. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Il tape très très fort, ça c'est sûr. Je crois qu'il a pas mal de KO hein, quand même. Il est. Alors, tu vois, là je regarde justement boxe amateur, 79 victoires. Ouais. Il est très athlétique. Ça, je me fais pas de soucis. Franchement, c'est. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut bien. Apparemment, ils ont beaucoup sparé ensemble. Je veux dire, un mec comme Ortiz a beaucoup sparé contre Madrimov et aussi il avait beaucoup sparé contre Boakchok. Ortiz, parce qu'ils sont tous un peu de la même. Enfin, ils sont tous un peu au même. Voilà, tu vois, Madrimov il habite en Californie. Donc. Ouais. Et donc, du coup, il y a une vidéo de Ortiz avant le combat de Boakchok où il parle un peu justement des sparring. Et Ortiz disait je sais que le combat contre Boakchok va être très très compliqué parce que je l'ai beaucoup sparé et je sais que le mec est vraiment, vraiment dur quoi. Du coup Ortiz il était assez honnête en disant Boakchok je l'ai sparé, le mec je sais que voilà quoi, enfin c'est ce que je viens de dire, le mec c'est pas un rigolo. Dans une autre vidéo avant le combat contre Crawford
Ortiz, il dit qu'il a sparé Madrimov et il pensait que Crawford allait gagner parce que honnêtement, lors du sparring contre Madrimov, il l'a allumé. Okay. C'est ce que Ortiz a dit. Il a dit honnêtement, Madrimov, il fait tous ces trucs comme tu dis, un peu le style bizarre. Apparemment, Ortiz a dit je l'ai allumé en sparring. Pour moi, je me fais pas de soucis pour Crawford. Moi, j'ai toujours du mal quand même avec les gars qui balancent des infos comme ça, tu sais. C'était pas dit méchamment. Non, mais voilà, c'était c'est sûr. Voilà, c'est ça. Après, tu sais, même dans la notion de. Alors, parce que tu vois, nous, souvent, c'est ce dont on parle entre ce qu'on a l'impression en sparring qui se passe et la vérité. Déjà, il y a des écarts. Bien sûr. Après, est-ce que c'est unanime? Est-ce que tous les gens pourront dire oui, en effet, il s'est fait casser le gauche? De toute façon, on aura l'occasion de le vérifier. Parce que je pense que là, ça va être un bon test. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je suis vachement hypé par rapport à ce combat-là. Après, il va falloir assumer parce que je pense que Madrimov. Non, puis un mec, ça se trouve, il a sparé Madrimov il y a 2 ans, 3 ans. Et Madrimov, il a évolué. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Le sparring, c'est pas le combat. Hein. C'est ça. Nous, quand tu vois qu'on s'entraîne en gants de 16, là, c'est plus des gants de 16. Hein. Ah ben non. Là, ça cogne. Ouais. Mais honnêtement. Bon, après. Un mec qui. Ouais. Pour moi, je serais plus côté Ortiz, je pense, pour. Forcément. Parce que même les stats le disent, globalement, même au niveau de l'expérience, il a 2 fois plus de combats. Ouais. Du coup, 2 fois plus de victoires. Après, Madrimov est allé au bout contre Crawford. Ouais. Le truc, c'est ça. Bah, après, je sais que. Bon, tu sais, ils appellent ça en Amérique the triangle theory, la théorie du triangle. En gros, si A bat B, mais C bat B, est-ce que C bat A, quoi. Enfin, tu vois, c'est genre. Ouais. Donc, ça, on sait que ça marche pas, mais c'est toujours un point de repère, quoi. Si t'as Ortiz qui plie Madrimov en 5 rounds, qu'est-ce que ça veut dire de Crawford? Qui est allé 12 rounds et qu'on a chié contre Madrimov. Est-ce que Crawford, on sait pas, mais en tout cas, pour ça va être un bon combat pour, on va dire, voir à peu près les niveaux, quoi, le niveau de Crawford et tout. Où ils en sont. Après, Madrimov, il a quand même une grosse expérience amateur. Il a survécu 12 rounds contre Crawford, donc je pense qu'il a les outils nécessaires pour pas forcément se faire mettre KO et aller au bout du combat, quoi. De toute façon, là, tu vois, moi je pense que c'est des sortes de combats comme là, quand tu vas au bout avec un gars comme Crawford, pardon. Ouais. Quand tu fais 12 rounds avec Crawford, je pense que ouais, tu vois, même si c'est vrai, c'est tout ce qu'on a dit, tu vois, il y a pas mal de controverses, surtout sur le boxeur qu'il est, mais je pense que tu fais un 12 rounds, ça t'apporte beaucoup d'expérience. Ah ouais. Et puis même toi dans ta tête, tu te dis bon, j'ai perdu, mais j'ai fait 12 rounds. Et puis Madrimov 10-1, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, tu vois, un gars qui est en 35. Il est gaucher ou pas, Madrimov? Je me souviens plus. J'ai trop de mémoire là. Il est droitier. Non, il est orthodoxe. Orthodoxe. Donc, parce que. Et je crois que Crawford était gaucher contre lui. Crawford est gaucher. Bah, il peut se mettre gaucher ou droitier, quoi. Ça dépend. Crawford, il switch. Ouais, Crawford, il switch aussi, ouais. Mais souvent, il se met gaucher contre les droitiers. Après, normalement, Madrimov devait affronter Bohachuk en décembre. Okay. Et il s'est retiré du combat justement à cause de cette carte pour affronter Ortiz. Bah là, oui. Là, il y aura tout le monde va regarder la carte de toute façon. Moi, je pense que le combat de Ortiz contre Bohachuk l'aura plus préparé pour Madrimov que Madrimov contre Crawford, quoi. Je crois que Madrimov n'a pas combattu depuis Crawford. Je pense que Ortiz, il sera plus chaud, quoi. Il sera plus... Et Ortiz, il a... Je sais pas... Ortiz, il a le vent en poupe. Ouais, moi je l'aime bien ce mec, honnêtement, je pense qu'il peut vraiment, devenir une star, quoi. Et je miserais, franchement, j'espère un KO de Ortiz. Tu sais, je me remémore le moment dans le podcast où je te disais, tu sais, pour moi, comment il s'appelle Ryan Garcia, tu sais, je te disais que sa folie, c'était un peu ce qu'il faisait, qu'il était trop fort. Je trouve qu'un gars comme Ortiz, c'est pareil. Tu sens qu'en fait... il se pose pas la question quand il attaque de est-ce qu'il va toucher, il frappe, tu vois. Ouais. Il a pas la peur, il a pas l'appréhension. En tout cas, quand il est vraiment tu le vois en action d'attaque, quand il va venir toucher au corps, en fait, il attend pas de se dire est-ce que là le gars va faire ci et ça et moi je frappe. Non, en fait, il dit moi je vais faire ça et frapper et ça fonctionne, tu vois. Et en fait, pour moi, il y a un petit grain de folie qui fait que ça fonctionne. Après, hâte de voir quand est-ce que ça s'arrête. Tu vois, pour moi, Gervonta Davis, il a un peu le même. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. C'est des trucs qui marchent. Et à quel moment tu arrives à trouver après un gars qui te dit ben non, stop. Tu vois, c'est ta limite. Tu vois. Ouais, après Ortiz,
pour moi, c'est un peu le côté émotionnel, c'est que je t'ai dit, où c'est vrai que le mec, il y va avec ses tripes, quoi. Ouais. Et il y a un combat très très beau, je trouve, qu'il a fait contre Cavalioscas. Donc, alors Cavalioscas, alors le mec, très très bon, hein, justement, il a perdu contre Crawford, mais enfin, il s'est fait mettre KO contre Crawford. Mais il a mis Crawford par terre quand même. Alors officiellement, l'arbitre a dit non, mais quand on regarde le ralenti, non, Crawford c'est pris dans la gueule. Je crois que c'était un contre ou un, je sais pas, je me souviens plus. Et le combat de Cavalioscas contre Ortiz, très très bon. Et d'ailleurs Cavalioscas, il blesse Ortiz, quoi. Il le chope, c'est un uppercut, et tu vois qu'Ortiz, je crois qu'Ortiz se fait mettre par terre, hein, je me souviens plus. En tout cas, à un moment, Ortiz, vraiment, tu sens qu'il sait plus trop où il est. Et il réagit bien. Honnêtement, il réagit bien. Et comme tu dis, pas de peur, quoi. Ouais. Genre, plus tu le cognes, plus tu as l'impression que le mec, il va arrêter de réfléchir et il va se lancer pour balancer tout ce qu'il a. Et pour l'instant, c'est toujours passé. Boachok, c'est vraiment un mec... Ce qui s'est pris dans la gueule lors du combat, c'était phénoménal. Je veux dire... tu sais pas comment le mec il est debout à la fin, quoi. Les boxeurs pro pour ça sera toujours incroyable, parce que franchement impressionnant. Donc du coup c'est vrai qu'un mec comme Ortiz pendant 12 rounds il peut vraiment te défoncer, quoi. Ouais, et franchement c'est vraiment une de ses forces. Après tu sais ça me fait un peu ça fait penser un peu au côté mexicain, c'est l'agressivité, tu vois, qu'ils mettent c'est un peu des Mexicains, voilà, c'est un peu des Latinos, quoi. C'est vrai que tu sens que le gars il est fait d'un bois qui est différent de tu sais, les Américains ils ont bien, tu vois, Terence Crawford, c'est un Américain. Tu le vois de comment il boxe. Tu sais, il y a une forme de... on prend pas trop de risques. Là, tu vois, contre Madrimov, tu sais, c'est ça. Ça touchait, ça sort. Il a vraiment pris des risques dans les derniers rounds parce qu'il a dit, ok, le mec est fatigué, il faut que je balance un truc. C'est quoi. ça. Ouais. Et puis, je pense que voilà, après, il y a une gestion aussi peut-être plus justement de l'émotion. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que moi, il y a un peu deux phases. Tu sais, il y a la phase où tu prends des coups et là, tu peux être impacté à l'émotion. Et du coup, là, perdre un peu. Mais je trouve que quand vraiment si tu te fais défoncer ou que tu prends vraiment, tu vois, un combo où tu sens que tu sors un peu du truc, ça peut aussi te faire l'effet inverse où là tu te dis non, en fait là il y a un problème, il faut que je me refocus. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait souvent tu te rends compte, c'est sur les petites touchettes, tu sais, un beau jab qui part boum dans ta tête, tu le prends, ça te fait mal et le gars fait non, tu sais, on m'en dit rien. Et des fois il prend un gros combo, il ferme sa bouche et typiquement un gars comme Morel, tu vois, dont on a parlé sur le podcast, sur le premier podcast, sur l'épisode 1. Tu vois que des fois il prend des coups, il ferme sa bouche parce qu'en fait il est dans son truc, tu vois, je pense qu'il a assez ramassé pour se dire là il faut que tu sois concentré, il n'y a plus de je te fais des signes, je te fais des machins, c'est fini, tu vois, parce que tu sais que c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, comme on parlait du combat d'Inoue, l'autre il se fait sortir. Non, mais je pense que les mecs comme Ortiz ou même comme Madrimov, ils ont trop d'expérience, mentalement ils sont trop bons pour tomber dans des pièges comme ça. Et Ortiz, honnêtement, il s'entraîne avec dans la team de Robert Garcia là, et je pense qu'en termes de sparring, il y a du monde. Et ça se part fort. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Les mecs ils sparent entre eux, c'est tous des champions du monde, peut-être à Ramirez et tout ça. Du coup, le Ortiz, je pense qu'il a l'habitude quand même de. Quand tu vois que même eux, tu vois, ils disent qu'en fait ils ont déjà tourné ensemble, etc. Ah oui, donc si tu veux, en fait, fatalement. De toute façon, quand tu arrives à un certain niveau, il n'y a que les mêmes personnes. Hein. C'est ça, un mec comme Benavidez, il a sparé avec Bivol, il a sparé avec Ramirez, ils ont tous sparé ensemble. Ils se connaissent tous. Ouais. Bon, en tout cas, pareil, ce combat, il peut être exceptionnel. Pour moi, Ortiz-Boachok, c'était le meilleur combat de 2024. Combat que j'ai regardé genre 6-7 fois. Donc, elle est matée. Parce que c'est beau, quoi. C'est vraiment... physiquement, les mecs, c'est tellement des bêtes. C'est des jolies catégories aussi, je trouve. Ouais. Tu sais, il y a un rapport poids-puissance qui est intéressant aussi. Ça commence à faire peur. Ouais. C'est là où c'est comme tu dis, tu commences à entendre le son des coups et tu te dis, ah, ok, d'accord. Ouais. Typiquement, tu rentres dans la salle de gym, t'es motivé, t'as deux mecs comme ça qui se partent, tu vois, peut-être pas aujourd'hui. Ouais, on repasse la semaine prochaine. on repasse. Carrément. Je crois qu'il y a un truc intéressant aussi dont on va parler, Renaud. Si je te dis Shakur Stevenson. Contre Floyd Scofield. Parce que là on est à 30 minutes, va falloir que je fasse un effort pour pas trop pour pas trop dépasser, parce que là il y a de quoi parler là. Il y a de quoi parler, mais après je veux pas aussi radoter comme un vieux, parce que Stevenson, j'ai un peu en fait je me suis senti trahi par Stevenson, parce que au début je l'aimais bien, j'avais de l'espoir, un gaucher sharp, genre très très bon,
Et c'est vrai que je m'étais un peu emballé pour ce mec. Et après, bah, sa carrière, les dernières années, honnêtement, il fait rien, quoi. Il fait rien. Il ouvre beaucoup sa gueule, mais en termes de boxe, franchement, il n'y a rien. Le mec se fait bouer par ses propres fans lors des combats, et il comprend toujours pas, en fait, qu'il faut qu'il change un truc dans son style, ou au moins dans l'approche de ses combats, parce qu'il est chiant. On pensait que Devin Haney était le mec le plus chiant à voir combattre, et Stevenson commence à essayer de rentrer en compétition avec lui sur ce critère-là. Tu dis mec, et pourtant il est bon. Je crache pas dessus, hein, mais il est chiant. Donc j'avais raison, c'est un sujet qui te plaît, quoi. Là on est bien dedans, quoi. On est bien dedans là. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que tu vois, moi ça m'intéresse là aussi l'aspect un peu psychologique, parce que tu vois, tu dis justement il est chiant. Pour toi, quand t'as, comme là je regarde sa carrière amateur, 60 victoires pour 6 défaites, tu vois. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que ça met pas à un moment donné peut-être une tête à se dire du coup bah quand je monte en pro je veux que des mecs de tel calibre et du coup si je les ai pas je me bats pas? Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, super carrière amateur, il a perdu je crois la finale des Jeux Olympiques contre Ramirez. Ouais, c'est ça, hein. Robeisy Ramirez. Voilà, Robeisy Ramirez, qui est aujourd'hui quand même un très bon boxeur pro, même si je crois qu'il s'est fait battre récemment. Qui était en 115-19. Ouais. Ah non, non, amateur, hein. ouais. Ah non, Robeisy Ramirez, 2 médailles d'or, hein, comme Lomachenko, comme Rigondo, je crois. Hein. Et donc, du coup, Robeisy Ramirez, là, son dernier combat contre un Mexicain, bah, il a été arrêté parce que le mec était coupé, je crois, ou alors il avait une fracture de l'œil à cause d'un coup de coude. Bon. Okay. Il s'est fait un peu critiquer parce que bah, il a abandonné, mais tu dis ça va quoi, le mec il abandonne parce que bon bah il voit plus rien, bon voilà. Mais en tout cas, Stevenson très très bon amateur. Alors pour moi en fait ma théorie sur ça, c'est que les mecs comme Stevenson, comme Haney et tout ça, ils sont arrivés à un moment où les promoteurs ils essayent de trouver un remplacement de Mayweather. Mayweather c'était un mec qui avait un style bien particulier, qui a fait gagner des millions et des millions à tout le monde. Et quand il a pris sa retraite ou quand il a un peu arrêté, le but c'était il faut qu'on trouve un autre mec, même profil, bah, pour continuer à faire tourner la machine, quoi. Genre en faire une, comme ils appellent ça, une pay-per-view star. Ouais. Et donc du coup, on voit en fait que tous ces mecs, Tank, Haney, il y en a d'autres. Ouais, c'est des mecs qui sortent du labo en fait. Ils sortent du labo, en fait, on les crée et... C'est ça, ils ont été promus, mais dès le début, comme des grosses stars. Et le problème, c'est que en fait, les Mayweather, il n'y en a qu'un. Je veux dire, Mayweather, il n'y en a pas 30 000. Et avec un style comme ça, un niveau comme ça, il n'y en a qu'un. C'est un génie. Ouais. Et en plus, le Mayweather, il y a quand même 2 Mayweather. Il y a, quand il est jeune, il met KO tout le monde. C'est quand même vraiment le mec, il y va fort. Et tu as le Mayweather un peu plus vieux qui s'est pété 5 fois les mains et qui est plus dans le côté très défensif, quoi. Ouais, et qui a une capacité à faire ça à haut niveau contre de gros adversaires et à gagner en fait, voilà. En faisant ça. Et, mais Mayweather, il était respecté parce que quand il était jeune, il a pris pas mal de gens, il les a mis KO, il avait un style super agressif qui le plaisait, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les mecs comme Stevenson, comme Haney, ils sont tous en mode on veut être Mayweather. En fait, Mayweather pouvait se permettre d'être un peu chiant vers la fin de sa carrière parce qu'il avait le début de sa carrière, quoi. Et en plus, les promoteurs comme Top Rank et tout ça, Stevenson, je veux dire, un jeu assez marrant. Tu regardes un combat avec des commentateurs de ESPN. Alors ESPN était pendant très très longtemps travaillé avec Top Rank. Je crois que là, ils sont un peu engueulés. Et en gros, le mec et les commentateurs ne pouvaient pas dire Stevenson sans dire après... the most talented boxer of our generation. En gros, je crois que c'était dans leur contrat. À chaque fois qu'ils disaient le mot Stevenson, ils devaient dire le mec, l'étoile montante de la boxe. Et en fait, Stevenson, il y a cru. Ils lui ont donné beaucoup trop d'argent, beaucoup trop tôt. Et en fait, c'est devenu une petite. Un petit peu comme c'est vrai que regarde, statistique. 27 ans, 22 combats, 10 KO. Combien de combats qui te marquent? Rien d'incroyable. Non mais combien de combats mais il y a rien. Pour moi, son meilleur combat, c'est contre Valdez. Et pourtant, Valdez, il est ridiculement petit comparé à lui. Mais Valdez, il est agressif, il est bon, champion du monde. Donc il a quand même réussi bonne performance de Stevenson. Mais Stevenson aussi, c'est pareil.
un truc assez marrant récemment sur Twitter. T'as Sean Porter qui a pris une photo avec Stevenson après un sparring. Sean Porter, alors je crois qu'il, je sais pas s'il a été champion du monde, mais normalement sa catégorie c'est 147. Donc la catégorie de Crawford et tout ça il y a quelques années. Il faut savoir que Stevenson, il a fait 126, 130, là je parle en pounds, hein. Et là je crois qu'il est à 135, donc il doit être à 61 kilos, je crois. Il est en light là. Ouais. En poids light. Et en gros, dans le tweet, t'as Sean Porter donc, qui est en photo de face avec Stevenson. Il fait, dans le tweet, il met alors, il a l'air d'être beaucoup plus haut que moi, mais en fait, c'est à cause de l'angle de la photo. Tu dis, mec, l'angle, c'est pris de face. Non, mais de toute Stevenson, façon, c'est un mec. il a bonne école hein, pour pouvoir. Mais voilà. Pour pouvoir. De toute façon, maintenant, c'est que comme ça, on en parlait aussi avec Crawford. C'est les mecs, ils arrivent 2 jours avant, ils font la pesée, ou un jour avant, ils font la pesée. C'est ça. Et puis en fait, le lendemain, ils sont à 10 kilos de plus. Comment tu fais, à quoi ça sert les catégories de poids? Un mec de Stevenson, entre les combats, il doit être à 75 kilos. C'est sûr. Voilà. Et on fera une capsule là-dessus aussi, c'est ça. Et le c'est mec, vraiment un truc qui il m'énerve. doit perdre 15 kilos pour son combat et il doit en reprendre 10 pour le soir du combat, quoi. Et en plus de ça, il a pas de. Il met pas KO. Ouais, parce qu'en fait, si tu regardes, c'est 45% de KO. Ah non, mais c'est ça, il est. Donc, alors, Donc, après, bon, voilà, bien sûr. Parce que, contre... pourquoi est-ce qu'aussi. Parce qu'il faut qu'on remette aussi un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça de quelqu'un comme lui? C'est parce qu'en fait, de ce qu'on nous en a vendu, pardon, c'est un gars normalement qui aurait dû encore plus péter les scores. Là, c'est un gars que. Si tu regardes une carrière d'un gars lambda, c'est très très bien. Mais en fait, lui, de comment il a été pris en charge et de ce qu'il aurait dû faire, en fait, il n'est pas à l'endroit où il devrait être. Non. Et c'est pour ça qu'on critique, parce que il y a des mecs, des fois, qui ont démarré dans des conditions beaucoup plus complexes et qui, en fait, aujourd'hui, sont à des niveaux qui sont stratosphériques par rapport à ce qu'on voit là. En fait. On critique parce qu'on a été trompé sur la marchandise. Exactement. Je veux dire, un mec comme Stevenson, très très bon, des réflexes de malade. Je veux dire, il a vraiment un jeu de jambes de fou. Le problème, c'est que dans ses derniers combats, il s'en est servi pour tourner autour. Et comme je disais, à la fin, le public qui était venu pour le voir, pour le supporter, le ouais, je veux dire, c'est pas parce que les mecs se sont dit, mais mec, il y a même des montages sur internet, en fait, où le mec a tellement peur de se faire taper, qu'il réagit à la moindre feinte de son adversaire, et il fait des bonds de 1 mètre en arrière. C'est lui la vidéo du sparring où il court? Non, je sais pas ça. Il y a une vidéo d'un sparring, je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre membre, pareil, tu vois, un gars des États-Unis où le mec court carrément sur le ring, genre. Vraiment il a peur, quoi. Ça. Possible. Non, mais je pense pas quand même. Honnêtement, je pense pas. Enfin, j'espère pas avoir, mais j'espère pas. Parce que tu vois, là, de nouveau, côté stats, tu regardes un gars comme Gervonta Davis, 30 ans, donc 3 ans de plus, on est sur 93% de KO. Ah ouais, non, mais Davis, c'est un puncher. Non, mais voilà, et si tu veux, même au-delà du puncher, pas le même parce style. que, ouais, mais même au-delà du puncher, parce que on peut dire ce qu'on en veut. En fait, à un moment donné, le KO, il peut venir du punch, mais il peut venir aussi de ta technique. De toute façon, Davis, ça vient du punch, de la technique, de son coup d'œil, il est intelligent. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Stevenson, bien sûr que peut-être qu'il met moins de KO parce que forcément sa boxe n'est pas la même, mais si vraiment tu es au niveau auquel on t'attend, je pense que d'avoir au minimum 50% de KO sur tes combats, c'est pas non plus la panacée, tu vois. Non, mais. Et là, on est en dessous en fait. On est en dessous, et le problème, c'est que. Il devait avoir un combat il y a quelques mois, il s'est pété un tendon dans le sparring. Il avait mis la vidéo où tu vois, il met juste un coup au corps qui est pas énorme, avec des gants de 16, et après il se roule par terre, donc un tendon, donc il s'est fait opérer. Ouais, je l'ai vu la vidéo. Ouais. Et après, il y a quand même pas mal de vidéos sparring aussi qui sont sorties où en fait il se prend des gros coups dans la gueule et après il fait arrête. Donc du coup, ça craint un peu, quoi. Ça montre que. Bon. Après, le mec est très très bon, et le problème c'est qu'il parle beaucoup trop. Comme je t'ai dit, il parle à la 3e personne. Il dit, de toute façon, je m'en fiche, je suis déjà dans le Hall of Fame. T'as envie de dire, calme-toi, mec. Ouais, donc après, Scofield, pour parler un peu de son adversaire. Voilà, c'est ce que j'ai été un petit jeune. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, en fait, Stevenson, il fait le coup du père François. Enfin, du père Mayweather. Sauf que Mayweather, il prend Canelo. Il a 36 ans et Canelo, ouais, a genre 20 ans, 23 ans. Là, Stevenson, il prend un mec. Il a quel âge, Scofield? 22 ans. Il a 22 ans. Il vient à peine d'éclore. C'est un espoir. T'as envie de dire. Franchement, Stevenson, t'as des combats énormes à prendre.
tu prends le petit jeune, et en plus, le Schofield, c'est possible qu'il mette KO Stevenson. C'est ce que j'allais dire, attention, possible, parce que carrière amateur, 40 victoires quand même. Ah non, mais il est très très bon. Alors 17 défaites, mais bon, au-delà, les défaites, moi, c'est pas tant ce qui m'intéresse, c'est pas très grave, mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, au total, c'est les 57 combats. C'est ça. Et au final, 18 victoires en pro, 0 défaite. Ça peut être l'étape un petit peu tendue pour Monsieur Stevenson. Schofield, il avait un combat, là, son dernier combat, un peu moins bien que prévu, ce qui veut pas dire grand chose. Pour moi, honnêtement, Stevenson va gagner, j'en suis presque sûr. Le problème, c'est comment il va gagner. Si il tourne autour en mettant juste 2-3 jabs et en faisant 3 combinaisons à chaque fois qu'il est sûr que rien se passe et qu'il a la décision au bout de 12 rounds super ennuyante, surtout sur une carte où ça va envoyer grave. Ouais. Je veux dire, si tout le monde est excité ouais. et que les gens s'endorment pour Stevenson, ça va faire mal. Hein. Ça va vraiment faire mal. Ouais. Surtout que tu peux très vite l'oublier parce que derrière, bon, on en parlera plus tard, mais Daniel Dubois, et on en parlera dans un autre épisode. Mais je pense que ouais, tu peux. Là, c'est le genre de carte où c'est maintenant qu'il faut briller. Parce que Riyad Season, tout le monde va regarder, c'est une carte de fou furieux. Je pense que ça fait quand même vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais. Si tu brilles pas ce soir-là, tu brilles pas devant la terre entière, c'est mort. Et moi, je pense que, comme on a dit, je sais plus si c'était dans cet épisode qu'on a dit ça, le problème, c'est que la pression, elle est sur Stevenson. Schofield, il a 22 ans. C'est un mec qui a l'habitude. C'est quoi le pourcentage de KO de Schofield ? Pourcentage de KO de Schofield, c'est 66%. Ouais, donc du coup, il a quand même. Je pense qu'il a quand même pas mal de puissance. Et Stevenson, il y a quand même une raison, parce qu'il y a une raison à tout. Si le mec, il est super précautionneux, il préfère justement être entre guillemets chiant, c'est parce qu'il sait qu'il peut pas prendre un coup. Je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos de sparring où on voit qu'il aime pas prendre des coups. Alors, il y a personne qui aime prendre des coups. Mais il y en a qui acceptent de prendre des coups parce qu'ils savent. Lui, je pense qu'il sait qu'il a vite les étoiles qui tournent, quoi. Et puis à ce niveau-là, quand tu as les étoiles qui tournent, tu peux vite prendre celui qui derrière te fait plus voir les étoiles et qui te fait juste voir le vent. C'est ça. Et ça, c'est plus compliqué. Moi, je pense que boxer à ce niveau-là en ayant peur de prendre des coups, c'est l'impression que j'ai sur Stevenson. Et ben c'est pas évident. Et le Schofield, je pense que lui, tu vois, il va arriver en disant j'ai rien à perdre. Et Stevenson va peut-être arriver en disant il faut que je te montre, et peut-être que Schofield va réussir à faire un gros upset. Ouais, mais est-ce que tu penses que tu as 22 ans, tu t'appelles Floyd Schofield, tu es sur la carte du Riyad Season, une des plus grosses cartes qu'on ait connues depuis un moment, tu affrontes Shakur Stevenson, est-ce que tu penses que tu peux pas aussi passer côté de ton combat, tu vois ? Ah, peut-être. Ah ouais, c'est Parce sûr. que après 22 ans, c'est jeune, tu vois. Nous, on le voit aussi, tu vois, on s'est mis à la boxe depuis quand même un petit moment. On se rend compte quand même de la maturité aussi de boxe que tu prends chaque année. Au-delà du niveau que tu as, peu importe que tu sois très fort de base ou pas très fort, dans tous les cas, la maturité de la boxe, elle arrive avec le temps. T'as 22 ans, il a fait beaucoup de combats amateurs. C'est une grosse carte, c'est un gros truc. Le circuit professionnel, malgré tous les combats amateurs, au plus t'en fais, au mieux c'est, bien sûr. Mais tu sais, c'est souvent ce qu'on entend, le circuit professionnel, ça n'a rien à voir. Les gars, ils tapent pas pareil. Et puis il y a quand même l'événement, quoi. L'événement, le stress, ça va être intéressant. Je pense que ça va être intéressant. Encore une fois, celui qui a tout à perdre, c'est Stevenson. Qu'est-ce qui se passe si Schofield y gagne ? C'est quoi la suite, moi je suis content. Je suis désolé, Stevenson, comme j'ai dit, je vais donner tout le crédit possible, mais il y a un moment, il faut que... Moi, j'aurais été le genre de gars à regarder tous ces combats, à me lever de base la nuit. En fait, aujourd'hui, je m'en fous. Ah non, mais c'est ça. Maintenant, je regarde ces highlights, et encore, les highlights sont ennuyants, quoi. On parlait de Virgil Ortiz, moi, je préfère me lever pour un Virgil... Enfin, je me lève pour un Virgil Ortiz, je me lève pas pour un Shakur Stevenson. Non, Stevenson, c'est ça. Mais en tout cas, encore une fois, ce combat, il est très très dur à... Parce qu'il y a autant de chances, enfin, il y a quand même 80% de chances que Stevenson s'amuse avec Schofield, il a plus d'expérience, il a plus de tout. Le problème, c'est que Stevenson, il est dans une situation dans sa carrière, mentalement, il ne faut quand même pas oublier, quand tu vas dans un combat et tu te fais critiquer par les fans qui sont venus te supporter, et qu'il y a quand même un peu tout le monde qui est contre lui aujourd'hui, pas contre lui méchamment, mais qui lui disent mec t'es chiant, t'es vraiment chiant. Que malheureusement... Donc du coup le mec il sait, parce qu'après en boxe t'as un style, c'est super dur de changer de style. Lui maintenant son style qui s'est imposé un petit peu naturellement, c'est justement d'être très sur la défensive. S'il essaye de changer ça pour essayer d'avoir un peu plus d'être un peu plus populaire,
Quand tu fais ça, c'est là où tu te prends une grosse carte. Ouais, mais je trouve que malheureusement, tu vois, il représente tout ce qu'on n'aime pas du côté Mayweather. Parce qu'en fait, Mayweather, il y a un côté où, comme on disait, tu peux rien dire parce que le mec a marqué son époque, il a été exceptionnel. Et en fait, c'est des genres de gars, en fait, Stevenson, il paye pour l'image du coup que reflète le club et le clan, tu vois. Parce qu'en fait, il a toute la fame, mais un peu malicieuse, un peu malsaine, tu vois, qu'il y a autour de Mayweather, mais sans les performances qu'il y a derrière, tu vois. Et du coup, je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour moi, c'est des trucs où, quand t'as un clan comme ça, il faut que tu gagnes. Gervonta Davis, pourquoi c'est passé, malgré que, tu vois, il ait eu d'idées dingueries, qu'il ait eu des façons de réagir, ou même, tu vois, qu'il ait eu fait des trucs où les gens sont pas forcément d'accord, etc. Qu'est-ce qui fait que ça passe, c'est qu'il gagne, et c'est que derrière, il est dans un truc où ça parle, ça ouvre sa bouche, mais ça gagne. On en parlera de Davis, parce qu'il va affronter Roche, là, je crois que c'est le 1er mars, donc on va en parler assez rapidement. Ouais. Davis, ça marche, il est quand même très critiqué, parce qu'il s'est fait genre un petit espace de son côté, et il a évité les dernières années tous les gros gars, quoi. Ouais, mais tu vas regarder le combat. Alors qu'un gars comme Stevenson, comme je te dis, tu regardes pas forcément. Bah en fait, moi je te dis, si Scofield il gagne, en fait, c'est un peu, comme tu dis, la fin de ces mecs qui ont voulu copier Mayweather. Parce que Devin Haney, qu'on le veuille ou non, sa carrière, elle est morte. C'est fini. C'est fini. Il a été discrédité sur les réseaux, c'est fini. Il s'est fait défoncer par Garcia. Ouais. Il a enlevé sa défaite via un procès. Ça, c'est ridicule. Donc, le mec, il peut revenir tant qu'il veut. C'est mort. C'est terminé. C'est terminé. Ouais, c'est terminé, ouais. Mais c'est sûr. Et donc, du coup, si Stevenson, là, il se prend une défaite, pour moi, ça sera un bon signe en disant... Voilà, la mentalité zéro, on essaye de se la jouer, Mayweather, Money Team et tout ça. Non, maintenant il faut arrêter, quoi. Ouais, et puis tu vois, peut-être que ça met aussi le point final un peu sur ce type de clan aussi de Mayweather, parce que tu vois, il avait Gervonta Davis sous son aile. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Gervonta Davis s'en va. Ils s'engueulent tous un peu entre eux. Ouais, mais parce qu'en même temps, d'ailleurs, je crois que Mayweather était plus du côté de Garcia contre Haney, quoi. Genre, je crois qu'il a plus entraîné Garcia. Enfin, ouais, mais en fait, ça retourne les vestes à droite, à gauche. C'est ça. Et puis, tu vois, même, je pense, ce qui peut aussi, des fois, un peu saouler les poulains, c'est qu'en fait, il y a une pression derrière. Tu vois, genre, vraiment... Pression, et puis c'est poulain, quoi. Tu regardes le clan, par exemple, à Canelo, la team Canelo, tu vois, avec Eddie Reynoso, D'ailleurs, c'est Lopez se fait entraîner par eux, et il y a un autre mec... Ah, et il y a Garcia qui est revenu dans l'équipe. Donc du coup, il commence à avoir du beau monde. Hein. Ouais, mais en fait, tu vois, je trouve que c'est justement ce qui rend ça sain et que les gens y reviennent et qu'en fait, ça crée des... Ah, à l'époque où Canelo, il s'entraînait même avec Garcia, ils se parlaient même ensemble. Grave. Je veux dire, ça reste sain et c'est des écuries dans lesquelles tu as envie de revenir ou de rester. Là, en fait, Mayweather, de ce qu'il crée, il crée des robots qu'il essaye d'emmener au plus haut niveau, mais en fait, même les bons, ils se barrent. Parce qu'en fait, après, ils comprennent qu'eux-mêmes, ils peuvent arriver à faire le show. Et qu'ils n'ont pas besoin d'un mec qui prend... Mayweather, ça a été une formule qui a marché pour lui. Ouais. Mais c'est comme un Pacquiao, quoi. Tu peux pas avoir un Philippin qui débarque et qui défonce tout le monde. Ça arrive une fois. Et voilà. C'est ça. Et tu peux pas vouloir créer un laboratoire où tu recrées des mecs comme ça qui... Et puis du coup, en fait, tu tombes sur des mecs comme Shakur Stevenson qui sont un peu chiants à voir boxer parce que ils ont pas forcément de style, on leur donne un style, on essaye de les... ça marche pas. Un mec comme Stevenson, il aurait dû avoir un parcours normal. Et lors de son parcours normal, et en fait, on se serait rendu compte qu'il aurait pu être champion du monde, mais en fait, qu'il aurait pas dû être hypé comme ça, quoi. En fait, c'est le genre de gars, aussi bien... Il commençait dans un club, où là, il était dans un club, tu sais, avec un ancien... qui lui fait les pattes d'ours tous les jours, tu vois. En fait, aussi bien il montait plus haut que là, en fait, ce qu'il va faire avec la team Mayweather. Et après, ces genres de mecs, ils ont de la thune, ils font n'importe quoi. Disons qu'après, ils ont fini le jeu avant même de l'avoir commencé. Ouais, c'est ça, les mecs, ils s'achètent des bijoux, tu te dis, oh putain, c'est n'importe quoi. En fait, tu vois ça, t'as envie de pleurer, quoi. C'est surtout que derrière, sur l'aspect boxe, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, à la rigueur, tu regardes un gars comme Canelo, où tu le vois quasi sur tous ses posts Instagram en train de jouer au golf, mais par contre, quand le mec, il faut qu'il prenne un combat ou qu'il aille faire un combat et faire une guerre, il l'a fait. Et qui te divertit, parce qu'en fait, au final, c'est quoi leur rôle? C'est de divertir les gens, en fait. Tu vois? Parce qu'en soi, la boxe, ça sauve personne, ça crée pas... Enfin, ça crée de l'argent parce que ça divertit les gens. Il faut divertir les gens comme dans tout sport professionnel. Si t'es pas capable de faire ça, le problème, c'est que tu perds le seul intérêt pour lequel c'est un truc de marketing à la base. C'est ça. Et le Stevenson, honnêtement, il n'y a pas de demande. Il y en a eu une, on a été hypé, on a un peu pris la vague, et en fait, aujourd'hui, on est en mode, non, c'est bon, on sort de ça, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour, là, de Stevenson.
Je pense qu'on est pas mal. Hein. Et puis on fera un deuxième épisode pour le reste de la carte. Ouais, parce ça, que ça nous permet déjà de proposer le début. Et puis on a envie de finir aussi. Moi j'ai envie de finir correctement sur Beterbiev Bivol. Bah ouais, parce que c'est la grosse carte, quoi. C'est le gros combat, quoi. Donc là, allez. Voilà, on clôture là-dessus. Et puis on se retrouvera pour le second épisode. Hein. Pas de soucis, pas de soucis. Checkez bien pour le Beterbiev Bivol si c'est quelque chose qui vous hype. Pour ceux aussi qui veulent, on parlera aussi d'Daniel Dubois. Hein, bien sûr. On est épais aussi. Hein. On refait un épisode avec les combats là qu'on n'a pas fait. Exactement. Donc voilà, restez branchés. En espérant que ça vous ait plu. Et comme dit Renaud, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Exactement, important. Et puis on se revoit bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.